Ok, aujourd'hui, on va faire un petit podcast avec Maël Garnier. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler de l'environnement et de présenter notre projet. Donc, merci Maël d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Eh ben oui, je m'appelle Mel Garnier, j'ai 24 ans, je suis skipper professionnel en course au large en solitaire et je fais du Figaro Beneteau 3, donc le bateau sur lequel nous sommes actuellement, au village de la Transat Paprec, départ le 20 avril de Concarneau et destination Saint-Barthélemy. C'est du double mixte sur des bateaux monotype, monocoque de 10 mètres. On a des petits foils sur les côtés et voilà, c'est des bateaux assez spartiates et très sportifs où l'élite de la course au large se retrouve pour régater au plus haut niveau. Avant d'arriver sur des Figaro, qu'est-ce que tu as fait comme support avant? Et ben, j'ai démarré par l'optimiste, un peu la voie classique, les petits dériveurs de 2,30 m. Après, j'ai fait du laser, toujours dériveur en solitaire avec une seule voile, en baie de Saint-Brieuc. Alors, j'avais commencé à Nantes, puis à Morlaix, dans la baie de Morlaix, à Térénès précisément, à l'âge de 4-5 ans. Et derrière, voilà, j'ai fait une première compétition sur l'Erdre à Nantes à 8 ans et première régate en mer à 9 ans en baie de Saint-Brieuc, au club de Tournemine, au club de Saint-Quay-Portrieux, pôle nautique, et puis maintenant au Rosaire, où je suis licencié au centre municipal de voile de Saint-Brieuc. Et puis derrière, j'ai fait des supports plutôt volants avec des foils, donc du Wasp, du Flying Phantom. Et je suis aussi un petit peu de régate inshore en J80, Open 5-7 et Diam 24. En tant que skipper, tu es en première loge du coup de voir les changements climatiques. Pour toi, en quoi il est important de protéger les océans? Eh ben, d'abord, les océans, c'est un peu le poumon de la planète. On pense que c'est la forêt, mais en fait, la première chose à protéger, c'est l'océan, parce que y a énormément de biodiversité. Et c'est aussi, on appelle ça le poumon, parce que c'est un vrai filtre de toutes les particules et voilà, de un peu tout ce qu'on surproduit dans l'atmosphère. Donc tout ça, ça vient être absorbé à la fois dans la zone des glaces et puis un peu partout sur la planète. Et donc, ouais, pour moi, c'est vraiment le milieu à protéger le plus. On dit que ouais, c'est la planète bleue, hein, on le sait depuis un moment maintenant. Donc, c'est notre terrain de jeu, certes, mais il faut aussi être conscient que c'est un milieu qui est en danger et donc faut tout faire pour garder ce beau terrain de jeu. À votre échelle, qu'est-ce que vous faites pour, réduire, votre impact environnemental et favoriser, minimiser en tout cas les déchets Et ben, à mon échelle, donc à l'échelle personnelle, on va dire à terre, je fais déjà beaucoup de vélo, mobilité douce et j'essaye de réduire au maximum les déplacements. Un peu, un peu dans le même objectif, au niveau de la consommation, sur l'alimentation, sur le textile et cetera. J'essaye voilà, d'avoir une consommation, minimum, et de vraiment, voilà, pas gaspiller, être dans le vrai quoi, tous les jours. Pareil, moins de viande rouge, un peu plus de poisson vu qu'on est en Bretagne. Mais pareil, des aliments vraiment sélectionnés et qui sont bons pour la perf aussi. On va pas chercher à faire n'importe quoi. Puis ouais, pas de surconso, je pense. Pareil dans la gestion de l'eau. Nous, c'est vrai qu'en Figaro, on emmène des jerrycans pour avoir de l'eau douce. Donc l'eau du robinet, c'est la plus filtrée. Après, on rajoute des minéraux, donc on prend plutôt de l'eau minérale pour garder justement cet apport. Et puis autrement, bah voilà, le Figaro, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus minimaliste, quasiment en termes de bateaux de course, sur la course au large. On va dire, si on prend le panel de tout ce qui existe, c'est quand même très minimaliste, très spartiate, donc on peut pas faire beaucoup mieux en termes de conso d'énergie et On sait que le monde de la voile pollue énormément aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous montrer par exemple là sur l'un des bateaux qui pollue le plus? bah, qui pollue le plus, c'est ce qu'il y a en dessous de nos pieds, là, c'est le moteur, dont on se sert très peu au final, et qui consomme 1 litre de gasoil par heure, ce qui est très, très peu aussi. C'est quasiment autant qu'une tondeuse, voire moins, que la tondeuse qu'on passe chez nous, si on a un jardin. Donc non, en soi, le Figaro, émet pas tant que ça. C'est plutôt lors de la construction et lors de la construction des voiles qu'on a un bilan assez élevé, puisque c'est des matériaux pas très nobles et plus ou moins cyclables. Après, on fait de l'upcycling aussi avec toutes nos voiles, en fait, servent derrière à faire du mobilier. On a plein d'exemples de hobby ou de la bagagerie. Voilà, tout ça, ça a bien sûr une limite, mais on est assez peu au final à faire ce métier. Je pense qu'on se doit de montrer l'exemple avec des bateaux qui restent plutôt neutres et qui ont une durée de vie, puisqu'on les entretient beaucoup. C'est pas des bateaux en fait
qui restent dans les ports. Aujourd'hui, ce qui pollue le plus, c'est le fait d'acheter un bateau et de le laisser mourir dans un port. La moyenne d'utilisation d'un bateau, c'est 24 heures à l'année en France. Nous, notre bateau, il sort 200 jours en mer par an. Voilà, c'est déjà un petit exemple. Donc on est vraiment acteur là-dedans. Et puis ce qu'on embarque à bord, on produit certes des déchets, mais ça reste que on embarque très très peu d'emballage au final, parce qu'on n'a pas envie non plus d'être lourd. Donc c'est ça un peu le sujet, c'est qu'on embarque des choses. Derrière, il faut quand même qu'on garde les déchets avec nous, qu'on les stocke et puis après c'est retraité. Donc là, le partenaire de la course aussi, c'est important, c'est Paprec. C'est le plus gros acteur du recyclage en France et de la collecte de déchets aussi. Donc ils sont là aussi un peu pour nous guider et ça va dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire que quand on arrive à Saint-Barth, nos déchets ils sont directement traités à l'usine. Et l'usine permet à l'île d'être autonome en énergie, puisque Saint-Barth n'est pas une île qui produit sa propre eau, etc. Enfin, voilà, c'est une île qui doit importer pas mal de choses. Dans ce qui pollue, ouais, je disais, il y a les voiles, la colle, le composite, mais tout ça, voilà, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre en fait de notre communication et de ce qu'on va véhiculer, est en fait beaucoup plus important. Le retour de ça est beaucoup plus important, mais peut-être un peu moins quantifiable que ce qui est vraiment produit en termes de bilan carbone, puisqu'on en parle. Bon, je pense que ouais, c'est difficile à quantifier aujourd'hui, mais il y a des gens dont c'est le métier maintenant, et il n'y aurait pas autant de partenaires sur les événements et pas autant d'engouement sur la voile si c'était que de la consommation. Et en Figaro, on est là pour avoir les pieds sur terre aussi, garder un support qui se veut être un peu moins polluant que les autres et que ce soit pas la course à l'armement d'une année sur l'autre pour changer le matériel et être plus performant. Là, on limite un peu la performance, mais on est tous à armes égales, donc c'est la même chose. Et d'ailleurs, vu qu'en ce moment, tout le monde est tourné vers faire une pratique de plus en plus écologique avec beaucoup de nouvelles innovations, que ce soit dans les matériaux, dans les techniques, comment tu vois l'avenir de la voile en général, que ce soit sur petit support, grand support, au large? Je pense qu'il faut des garde-fous, enfin, il faut des gens qui arrivent à garder les pieds sur terre et à pas être trop dans le lobbying de la surmédiatisation, de plein de choses qui vont inciter en fait à aller vers la surconsommation derrière. Il faut que ça reste un sport, je pense. Alors oui, c'est un sport un peu confidentiel au départ, qui maintenant est quand même bien médiatisé. Je pense qu'il faut trouver un certain équilibre, une certaine limite là-dedans déjà. Et puis, c'est vraiment dans le message qu'on va vouloir faire passer derrière. C'est à nous, en tant que marins, de porter le bon message, notamment sur la planète, l'environnement, parce qu'on le voit de nos propres yeux. On va dans des endroits en fait où l'humain ne va pas vraiment, à part en cargo ou au-dessus en satellite et en avion. On est quand même un peu isolé sur nos petits bateaux. On vit vraiment les choses au plus proche, que ce soit quand on observe des animaux marins, les oiseaux, etc. Enfin, on est au cœur de la biodiversité, on doit jouer avec. Alors des fois, ça nous joue des tours, mais ça nous rappelle aussi qu'on est tout petit et qu'on est insignifiant par rapport à tout ça. On doit jouer avec le climat, la météo. Et donc, en fait, ça amène une réflexion qui est bien plus importante que juste le fait de traverser l'Atlantique, qui aujourd'hui n'est pas banal, mais ça reste quelque chose qui a été fait et refait. Donc, faut le faire intelligemment. Et donc, on a une pratique aujourd'hui qui est tournée vers la mixité, vers une pratique aussi où maintenant on va plus pouvoir revenir en cargo comme on le fait encore. Maintenant, il y en a qui essayent de revenir à la voile. En Figaro, c'est encore un peu compliqué, mais il y a quelqu'un qui va le faire cette année. Ce sera un peu l'essai. Moi, j'avais voulu le faire il y a 2 ans, mais un peu compliqué de se faire assurer le bateau pour le retour. C'est plutôt des questions financières derrière qui sont en jeu et de temps qu'on n'a pas forcément. Être marin, ça reste un métier. Et donc voilà. Mais la volonté, moi, c'est de continuer un peu en Figaro. Et derrière, sur la classe IMOCA ou classe 40, etc., c'est des bateaux qui rentrent, eux, à la voile. Et pour le coup, on est vraiment dans un objectif de rentabiliser le fait d'avoir un bateau sur l'eau, parce que le bateau passe énormément plus de temps en chantier que le nôtre. Donc quand on est sur l'eau, on est vraiment sur l'eau, il faut que ce soit productif. Ok. Aujourd'hui, les médias parlent de plus en plus de la voile en général, donc ça permet de montrer des projets. Est-ce qu'aujourd'hui, là, sur la Transat, il y a des bateaux qui nous présentent des projets humanitaires Ouais, moi, en quelque sorte, voilà, je suis accompagné par la Fondation Respect, qui est une fondation qui soutient les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels qui vivent pas de leur sport en fait,
sont soit sous le seuil de pauvreté, soit voilà, vraiment dans le besoin. Donc la fondation les accompagne et les staff en fait au niveau suivi et management et puis entraînement, physio, etc. aussi. Donc la fondation, elle accompagne aussi, elle fait des événements avec les associations, au profit d'associations, via les sportifs comme nous, pour passer des messages, mais c'est plus des opérations one-shot. C'est-à-dire que c'est pas qui vont forcément durer dans le temps. Par contre, on va comme ça chercher des associations qui nous tiennent à cœur pour faire bénéficier celles-ci. Et après, sur la Transat, donc, en termes d'environnement, il y a le bateau Faune, avec Plastic Odyssey, qui est une ONG qui protège les plages, les océans, un peu le littoral. Il y a aussi Almond for Pure Ocean. Pure Ocean, c'est pareil, c'est une URL. Et puis derrière, c'est plutôt des actions humanitaires. Il y a Humains en Action, les Étoiles Filantes et les Enfants de la Lune, et puis quelques autres bateaux. Article 1 aussi, avec Arnaud Liston. Il y a un peu de tout, et ça fait un peu la richesse de la classe Figaro. Penses-tu que les solutions d'énergie verte sont viables économiquement et pourront un jour être une source d'énergie majeure en France ? Je pense que la volonté aujourd'hui, en tout cas du gouvernement et du collectif auquel je fais partie, là, de marins, etc. On est tourné vers ça. On est conscient des enjeux. Après, c'est la durabilité qui est plus remis en cause sur ces énergies vertes. C'est qu'est-ce qu'on fait des éoliennes en mer, qu'est-ce qu'on fait tout ça une fois que ça a passé un peu du temps à tourner. Après, il faut les recycler, comment on fait tout ça. Pour l'instant, on n'a pas toutes les solutions. Je pense qu'il n'y a rien qui est très vert. Nous, ce qu'on voit, c'est que c'est des chantiers colossaux, que ce soit en mer ou à terre. Alors nous, ça nous impacte. Ça impacte surtout la pêche. Plutôt, on voit en baie de Saint-Brieuc aussi, plutôt dans un bon côté. Parce que maintenant, on voit que ça a recréé de la biodiversité autour. Donc ça, c'est plutôt positif. Ils nous l'avaient dit, mais il fallait attendre de voir pour y croire aussi, je pense. Même si ça se faisait déjà ailleurs en Europe et dans le monde. Je pense que la France a eu un tout petit train de retard et que là, on a quand même la chance d'avoir de très bons ingénieurs. Voilà, on a de bonnes écoles, on est quand même bien. On a le littoral qui va bien aussi, les conditions climatiques qui sont bonnes, donc ça s'y prête. Et je pense qu'il y a matière à développer encore plein d'outils. Là, votre projet de biomimétisme aussi, il s'inscrit dedans. C'est des choses qui existent, qui sont dans l'air du temps et qui sont à creuser pour que ce soit viable. Et nous, on le voit en tout cas, nos bateaux, voilà, ça s'inspire aussi de ce qui existe déjà, on va dire ce qui se fait déjà chez les poissons, chez les oiseaux, Marin en général. dans le monde marin en général, voilà, exactement. Donc, que ce soit les algues, etc., qu'on va rencontrer aussi sur la Transat, parce qu'on va aller dans la mer des Sargasses, et que ça nous embête un petit peu, mais elles sont là. Et je pense que oui, les énergies vertes, en tout cas à bord, les low-tech, comme on les appelle là, les low-tech, elles sont intéressantes parce que ça permet d'avoir un concentré de petites technologies qui vont permettre en autonome déjà à l'échelle de l'individu. Et après, ça peut se transformer à l'échelle d'une entreprise, puis à l'échelle d'une ville, puis à l'échelle d'une région, etc. Et c'est dans ce sens-là qu'on va, quoi. Donc nous, en bateau, oui, on a quelques petites low-tech. En Figaro, pas vraiment, mais en IMOCA, que ce soit les désalinisateurs, etc., les panneaux solaires, tout ce qui sert en fait des hydroliennes. Alors nous, on n'en a pas en Figaro, mais les petits hydros à l'arrière qu'on vient plonger dans l'eau pour récupérer le gène à la vitesse du bateau, etc. Ça, on n'a pas trop en Figaro. Là, c'est la première année où on a un panneau solaire, par exemple, mais tout ça, ça met du temps un peu à Rio. Et aussi parce qu'on veut consommer et qu'on consomme de plus en plus, malgré nous. Et donc, tout ça, faut réussir à le cadrer. Et je pense que l'énergie verte, pour revenir à la question, faut s'assurer qu'elle soit verte sur toute la ligne déjà. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que si elle est labellisée verte, c'est pas forcément le cas. Et donc, je pense qu'il faut avoir un regard un peu pragmatique sur la question. Aujourd'hui, la France, c'est un pays qui sait bien faire du nucléaire. C'est aussi un pays qui sait bien faire de l'éolien, du solaire. Mais je pense que c'est qu'une histoire de volonté politique derrière. Donc c'est à nous, en tant que jeunes aussi, d'aller faire bouger les lignes et de montrer que c'est qu'une histoire de volonté. On a un projet en cours actuellement pour participer au concours des sciences d'ingénieurs, qui est le projet KELP, qui reproduit, c'est une hydrolienne qui reproduit les mouvements des algues sous-marines. Et en fait, ce projet, on s'est inspiré de l'entreprise UL Énergie. Et on aimerait savoir ce que tu penses ce type d'énergie des hydroliennes sous-marines.
Bah, je pense que, moi c'est un projet, que j'avais regardé de loin et qui me plaît parce que c'est quand même assez dingue de se dire qu'on pourrait faire une algue, une giga algue qui ou de même des plus petites, hein, qui s'inspirerait, voilà des algues, qui existent déjà, les kelps en l'occurrence, qu'on retrouve chez nous aussi un petit peu, je mer, au large de la Terroise et même du côté de Bréa et cetera. Donc on a des zones, qui ont nous on le sait en Figaro parce qu'on passe dedans, c'est des zones qui il y a énormément de courant. Voilà. Ça c'est quelque chose d'entièrement naturel, on n'a pas besoin d'y toucher, ce sera toujours là même quand on sera plus là. Donc c'est sûr que prendre ça, à la rigueur le vent, on le perturbe quand on met une éolienne et tout ça, mais le courant c'est tellement dense, que dans l'eau ça va pas changer grand chose, et donc ouais, je pense que c'est bien. C'est bien de pouvoir construire ce genre de projet. Alors après, à quelle échelle, quel coût, et cetera, j'en sais rien. Mais moi, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Quand j'étais au collège ou au lycée, ce qu'on regardait, c'était Idrissa Berkane, je crois, qui parlait du biomimétisme à l'époque. Puis, bah, il parlait pas d'algues encore, mais c'était plutôt tourné sur les animaux. Je pense que copier une algue, ouais, c'est vraiment très intéressant. Ouais. En tout cas, il y a des zones, même que ce soit à Bréa, même Saint-Quay-Portrieux, il y a un peu des couloirs de courant très forts, même la fosse au large du Raz Blanchard. C'est des zones où il y a tout le temps énormément de courant. Et je pense que c'est ces zones-là qu'il faut l'exploiter. C'est des fois des zones que nous on fuit en bateau ou dans lesquelles on va se mettre quand c'est avec nous. Il y a aussi les rats de Seine. Comment un jour ça pourra rentrer là-dedans, mais je pense qu'il faut creuser le sujet. Ouais. En tout cas, c'est une super idée. Et du coup, est-ce que tu penses que ce type d'hydrolienne pourrait être adapté dans le monde de la voile et être utilisé par exemple comme les panneaux solaires là sur le bateau? Bah, à voir, justement quelle quantité d'énergie, ça peut produire. Mais, si tu arrives à limiter le frottement et à ce que le frottement et on va dire le fardage dans l'eau soit, inférieur à celui d'une hydrolienne, pourquoi pas? Et que ce soit fixe, à plein temps et que ça recharge, en continu soit juste quelque chose qu'on puisse remonter sur l'arrière du bateau par exemple ou que ce soit intégré, sous la coque sans que ça fasse trop de bruit ou sans que ça perturbe l'écoulement. Pourquoi pas? Après nous ce qu'on cherche c'est avoir le moins de surface dans l'eau. Aujourd'hui la tendance c'est que les bateaux ils volent. Falloir aussi trouver des solutions pour que, quand le bateau vole, tu puisses récupérer l'énergie. Aujourd'hui, c'est un peu ça le sujet. On veut limiter le frottement parce qu'on va toujours plus vite, toujours plus haut. Mais si tu as plus de bateau dans l'eau, ça veut dire que même ton hydrolienne elle touche plus l'eau, et cetera, et cetera. Donc faut trouver en fait le moyen que ton système il perturbe pas trop les écoulements et qu'il soit intégré soit à la structure du bateau, soit que ce soit une extension. Mais ça peut justement, j'en sais rien, tu fais un long kelp, que tu balances, en mode traînard derrière le bateau et puis, ça flappe dans l'eau et puis tu récupères l'énergie, pourquoi pas? À ce moment-là, ça veut dire que parce que tu pourras plus mettre une perche avec une hydrolienne dans l'eau. Que le bateau, s'il est à 1 mètre de l'eau, même sur les bateaux de la Coupe de l'Amérique, et cetera, eux, comme c'est à la journée, eux, ils rechargent à la pédale et au winch les générateurs. Mais c'est le générateur et ils rechargent des batteries comme ça. C'est aussi pour ça que les arbalistes, maintenant, ils sont tout à l'arrière des bateaux. Ça perturbe moins l'écoulement et ça permet à ce que quand le bateau il ricoche un peu, se plane, que ça continue de produire de l'énergie. Et tout ça, ouais, c'est des vraies questions, mais je pense que balancer peut-être une algue, proposer ça à un jet Un dispositif qu'on puisse traîner comme un chalutier. mais en limitant aussi le frottement, quoi, tu vois? Forcément. Ouais, que ce soit juste quelque chose mais si c'est juste quelque chose qui effleure la surface de l'eau, mais qui capte quand même l'énergie, ça peut peut-être marcher, je sais pas. Faut pas ralentir le bateau, quoi. Non. Ce qui est sûr, c'est que si tu as un truc long et lourd et que ça te produit que dalle, ça va être assez peu intéressant Forcément. pour la production d'énergie. En tout cas, adapté à ça. Après, tu peux aussi l'adapter sur des cargos, parce que nous, encore une fois, c'est un laboratoire d'expérimentation, la course au large. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qu'on fait là, et ce que font les marins qui ont, comme Gabard, ou des joyaux, voulu développer des ailes pour les cargos, etc., comme Yves Parlier, et ce qu'il faut, c'est que tout ce qu'on innove ici sert pour le monde du transport maritime, parce que c'est 98% des émissions de la planète. Donc c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est comment tu vas réussir à réduire l'impact d'un cargo, n'importe conteneur, de ce que tu veux, d'un pétrolier. Et là, en effet, peut-être que ton hydrolienne qui traîne derrière, en plus de X hydrolienne ou générateur ou éolienne ou voile cargo, etc., ça contribuera à rendre ton cargo autonome. Et plus qu'un voilier. Nous, on va chercher à vouloir aller plus vite, à se servir du vent, etc. Mais c'est le cargo qui va peut-être vouloir un peu
prévoir des low-tech et être autonome. Du biocarburant, etc., de l'hydrogène, tout ce qu'on veut, Ouais. sans que ce soit dangereux, ni pour les autres bateaux, ni pour la faune. Nous, pour l'instant, de toute façon, notre projet est plus basé pour produire de l'énergie en dehors des bateaux, plutôt posé en statique. Ouais, voilà, rester en statique. On essaie aussi de développer la biodiversité dessus. Par exemple, ce serait fixé, alors pour l'instant, c'est sous forme de concept, hein, ce serait bloqué sur un gros bloc de béton, mais qui lui serait texturé. Donc en fait, on a fait des tests. Hier, on est allé se baigner, se mettre à l'eau pour aller chercher des blocs de béton Ouais, des qu'on avait texturés pour voir en fait est-ce que sur la la texture, biodiversité, voilà, est-ce qu'elle se développait plus sur une surface qui était texturée, une surface qui était plutôt lisse? Et on a testé, on a pu voir que la surface texturée finalement produisait beaucoup plus et que notre projet protégeait en fait l'environnement, quoi. Ok. Le but, c'est pas de prendre la place des algues et des fonds marins. Voilà. C'est venir s'incruster dans l'endroit sans gêner la faune locale. Ouais. Sans avoir à creuser ou à poser des fondations. Bah, l'énorme problème aujourd'hui de la production en mer, c'est l'entretien. Bah ouais. On a la preuve. Le marin ne pardonne pas, il est très rude et Bah, l'entretien des plateformes, etc., c'est un vrai sujet. Donc je pense que si tu as un truc qui est justement pas fixe, mais qui est mobile et qui contribue à ce qu'on garde le transport maritime comme premier moyen de véhiculer la marchandise, parce que c'est ça le sujet, c'est de aussi limiter l'avion, limiter les camions, tout ça. Faut pas oublier que c'est ce qui pollue le moins à l'échelle d'un individu quand même, au final. Même si on dit que ça pollue énormément, c'est ce qui se fait de mieux quand même. Donc voilà, franchement creuser. Hein. De toute façon, aujourd'hui, on le voit. Ça n'empêche pas de faire les deux. Tu peux avoir une algue au fond de l'eau et pour couvrir les besoins énergétiques d'un port ou autre, tu vois. Et à ce moment-là, au port à marée basse, t'as ton algue où tu peux aller facilement la voir. Après, aujourd'hui, c'est très complexe de développer des systèmes qui arrivent à tenir longtemps dans l'eau. Donc, ça a été prouvé avec. Je sais pas si tu as entendu parler, c'était une méga hydrolienne qu'ils ont posée au large de la Normandie, si je me trompe pas. Et en fait, là, aujourd'hui, bah, elle est au fond, elle produit d'énergie, mais en fait, il n'y a plus assez de sous pour la sortir. Ouais, ça c'est Donc, cher à sortir. ils ont abandonné le projet, il a mis la légère. mais normalement, si je me trompe pas, les dernières news, c'est que l'État a filé un petit billet et ils vont peut-être la ressortir pour l'entretenir. Mais ça coûte, en fait, faut ramener des énormes bateaux avec des énormes grues. Enfin, c'est très polluant en fait l'entretien. Donc, il faut développer aujourd'hui des systèmes qui nous permettent de sortir facilement ces hydroliennes-là de l'eau et de les entretenir, quoi. Après, enfin, je sais pas si je me trompe ou pas, mais même t'as pas besoin d'être très 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 profond pour avoir des courants énormes. Ouais. Donc Tant qu'il y a toujours de l'eau, donc accroché sur des parcs avec des bouées ou j'en sais rien, et que tu peux juste les remonter, ça se trouve même à la main ou avec un outil facile comme les chalutiers ou autre, bah, sans que ça perturbe la pêche non plus et que ce soit suffisamment profond pour pas que dans des zones où ça pêche pas, mais qu'il y a beaucoup de courant, bah c'est pas mal. justement, on avait pensé à ce genre de système où qu'elle se détacherait toute seule du fond de la mer et que soit elle remonterait par elle-même avec des espèces de ballasts ou qu'elle enverrait une espèce de bouée avec une corde sur laquelle on pourrait la tracter hors du fond de la mer. Ouais. Ça permettrait d'éviter de plonger, de dévisser je ne sais quoi et de la ramener par la force d'un énorme trait. Ça faciliterait beaucoup l'entretien. Ouais. Ça serait, je demande qu'elle remonte, elle va remonter. Sinon, moi, je pense que c'est fini. On a répondu à peu près à toutes les questions auxquelles on avait à te poser. Et bah, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Et merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, j'espère que le projet Kelp ira loin et remportera c'est les Olympiades, c'est ça? Et si le jury voit ces vidéos, Et le national après. Bah voilà, je pense que le jury, là, vous avez des petits jeunes motivés devant vous. Qui sait, un jour, on embarquera leur système sur des bateaux, que ce soit pour la course ou pour autre chose. Mais voilà, je pense que le projet est sérieux et c'est, en tout cas, c'est déjà très courageux et sur un temps de vacances et tout ça, d'être venu jusqu'à Concarneau. Non, merci les gars, ça fait plaisir. bah, nous aussi. Des vidéos d'optimistes. Merci. Je suis en planche à voile, pourquoi pas, finalement, et un petit port. Avec la 3.5 qui a pris un jour c'est sur la 7.5. Non, on est bienvenu en 800 vert qui galère sur l'autoroute. Mais sinon, voilà. Bon, bah, si le jury voit cette vidéo, emmenez-nous à la finale, s'il vous plaît. On a juste envie de gagner. Voilà, merci.